Bonjour à toutes et à tous. Sur cette édition de Global Industrie, plusieurs temps forts sont consacrés au plastique, une matière qui fait beaucoup débat en ce moment et qui reste très souvent méconnue. Alors pour faire le point et parler de façon intelligente du plastique et de ses usages, j'ai le plaisir de recevoir plutôt un spécialiste, Michel Bouquet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maître de conférence à l'Institut Charles Sadron. Et vous êtes spécialisé dans la recherche, la science macromoléculaire et plastique en France. Donc c'est un sujet que vous maîtrisez bien. Et on va évoquer avec vous alors le plastique de façon très générale. On peut rentrer dans cette réflexion par le biais de l'histoire, retracer un peu l'histoire du plastique, comment il s'est développé, comment il est arrivé dans l'industrie. Le plastique est connu, on va dire, maintenant depuis assez longtemps. Peu à l'échelle de la planète, néanmoins. Donc on va dire que dans les années 1920, on va dire les premières théories ou études sur ces matériaux-là a fait jour. Et il s'est réellement développé après la Seconde Guerre mondiale, sur une problématique assez simple, qui était nos voisins allemands qui manquaient de ressources, d'acier en particulier, et qui se sont mis à rechercher des matériaux de substitution capables d'alimenter l'industrie. L'industrie de manière générale. Et donc, on a vu apparaître avec les chimistes allemands les premiers matériaux véritablement à l'échelle industrielle qui ont rempli leur objectif, qui était celui d'abord d'avoir des propriétés mécaniques avant toute autre chose. Donc ils ont connu très rapidement un véritable essor et un gros succès, parce que outre le fait qu'ils avaient des performances mécaniques qui leur permettaient dans bon nombre de cas de se substituer à l'acier ou au fer aussi. Voilà, à des matériaux comme ceci, on s'est aperçu qu'ils étaient très légers. Donc on a su profiter de cette spécificité de légèreté pour accompagner l'industrie automobile en particulier et insérer dans l'automobile les premières pièces plastiques. Et donc ça a permis tout doucement, au fur et à mesure des années et des études, je dirais, d'accompagner et de substituer de plus en plus de matériaux par ces matériaux plastiques. Alors on en retrouve maintenant beaucoup dans l'emballage, parce que là ça développe encore une autre propriété de ces matériaux, qui sont des matériaux très imperméables à l'oxygène en particulier, et qui est un des éléments qui oxyde les aliments et qui fait qu'ils sont périssables. Donc, au fur et à mesure des avancées et de la recherche industrielle ou académique, eh bien, les matériaux ont connu un succès de plus en plus croissant, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, c'est un des matériaux les plus produits dans le monde. Il ne cesse de progresser en termes de volume pour beaucoup de raisons. Et en particulier celle qui se cache derrière tout ça aujourd'hui, dans le contexte que l'on connaît, c'est un problème énergétique. Essayer de préserver au maximum les ressources que nous offre notre mère Terre, que ce soit en termes de carburant, c'est-à-dire de pétrole, ou même de ressources comme l'eau, qui est quand même très important aujourd'hui, et pour lequel on va essayer de préserver au maximum ces ressources. Ces ressources. Alors, il y a deux choses à mettre en avant, et c'est particulièrement aujourd'hui important de véhiculer. Tout d'abord que dans la production de pétrole, la part qui est réservée au plastique n'est pas si importante qu'on l'imagine. Et puis deuxièmement, ce que vous évoquez avec l'histoire des voitures notamment, c'est que en baissant considérablement le poids de toutes les voitures en mettant du plastique dedans, mais c'est valable aussi pour les trains, pour tous les avions, etc. On consomme moins de carburant, donc du coup, le plastique a quand même des effets vertueux sur notre consommation dans les transports au sens large. C'est exactement ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on assiste à ce recul du pic de production, ce fameux pic de production dont on a parlé du pétrole, dont on sait que c'est une ressource épuisable, et donc on a réussi à reculer de près de 20-25 ans ce pic de production qu'on craint tant, puisqu'on sait qu'après, eh bien, la ressource ne fera que s'affaiblir. On a réussi, grâce à ces matériaux-là, à réduire la consommation énergétique de nos voitures. Alors, c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais on pourrait encore la réduire de beaucoup, cette consommation énergétique liée à la consommation de voitures. Mais
Néanmoins, les constructeurs ont réussi le tour de force, entre guillemets, de faire des voitures où on a de plus en plus d'options dans la voiture. Si vous prenez des voitures des années 30, vous n'aviez pas de clim dedans. Donc on travaille à peu près à poids constant de voiture, mais en mettant de plus en plus d'options dans la voiture, tout en consommant moins. Donc ça, c'est vraiment l'apport des matériaux plastiques. Et demain, on peut d'ores et déjà le dire, les blocs moteurs qui sont aujourd'hui en aluminium seront dans un matériau plastique. Et ils sont soumis à des contraintes très très fortes. On impose, la réglementation européenne impose aux fabricants de recycler plus de 95%, au minimum 95% de la voiture. Et donc, ils vont y arriver. Alors, il faut aussi bien avoir à l'esprit que le plastique est une matière qui se recycle. Alors là, on peut l'évoquer, il y a différentes qualités de plastique, différents styles de plastique. Il y en a qui se recyclent très bien, très facilement. On a évoqué là tout à l'heure en table ronde le PET. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les grandes familles, on va dire, de plastique et celles qui se recyclent bien et qu'il faudrait recycler davantage? Alors, vous avez parfaitement raison. Donc, avant tout, ce qu'il faut voir, c'est qu'un matériau plastique, à l'origine, c'est de la chimie. Donc, c'est de la manipulation de molécules organiques dans un certain nombre de conditions qui vont nous conduire à obtenir ces matériaux plastiques. Et donc, à partir du moment où on fait de la chimie, les matériaux plastiques, dans leur diversité, font appel à des molécules très différentes. Et ce qui est un des avantages, en tout cas, de ces matériaux plastiques, c'est que puisque la chimie est, je dirais, très très vaste, on fait énormément de produits très différents. Pour des bonnes raisons, c'est qu'ils ont tous des propriétés qui sont différentes. Alors des fois même on les associe pour permettre d'empiler, entre guillemets, des propriétés de l'un et de l'autre. La difficulté, c'est que ces matériaux ne sont pas compatibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les mélanger comme on mélange du sucre dans de l'eau. Ils ne sont pas miscibles les uns dans l'autre. Et donc ça, c'est la première des difficultés, c'est-à-dire que si on veut réutiliser un matériau plastique, il faut être capable de séparer chacun de ces matériaux plastiques les uns des autres. Et là commence la vraie difficulté du recyclage des matériaux plastiques. C'est notre capacité aujourd'hui, à l'issue de la phase de transformation et d'usage, d'être capable de séparer ces différents matériaux plastiques. On parlait du PET. Par exemple, le PET, la bouteille de PET, vous avez le flacon qui est dans une matière qu'on appelle le PET et le bouchon qui est dans une autre matière. Et pour une bonne raison. Il y a des bonnes raisons à ça. Ce n'est pas le fait que le fabricant a choisi de faire deux matières différentes. C'est qu'il y avait une bonne raison technique pour mettre le bouchon d'une matière différente de la bouteille. Or là, ça veut dire que le consommateur, à l'issue de l'usage, doit être capable, et donc il faut qu'il soit formé pour ça, de séparer le bouchon pour le mettre d'un côté, de la bouteille de l'autre. Et donc on voit toute la difficulté, d'autant que le bouchon, quand vous le voyez, il a aussi, pour qu'il ait une sécurité, il a une petite bague qui est en dessous, que celle-ci, on n'enlève pas parce qu'elle est prisonnière de la bouteille et qu'on ne sait pas séparer. Donc vous allez mettre la bouteille de PET dans là où il faudrait qu'il soit, c'est-à-dire dans un contenant recyclage spécifique PET, sauf que vous allez le polluer avec une toute petite fraction d'un autre matériau et c'est le début du problème. Eh oui. Et oui, parce qu'il faut des monocomposants pour vraiment avoir un recyclage optimum et arriver à des plastiques recyclés biosourcés. On commence à en faire, on commence à avoir ces matières-là. Donc c'est une voie qui est en construction, on va dire, une filière en construction. Tout à fait, avec la prise de conscience je dirais, des professionnels et des gens de la recherche, de la problématique de cette fin de vie des matériaux polymères que l'on retrouve malheureusement trop dans les océans. On voit trop de photos et de décharges qui montrent ça. Donc cette prise de conscience a conduit, je dirais aujourd'hui, la recherche d'une manière générale à essayer de développer des matériaux monocomposants pour satisfaire au même cahier des charges. Donc ça, c'est un travail de longue haleine qui va faire que plutôt que d'aller à des solutions, je dirais, un petit peu simplistes où on savait que l'addition d'un matériau avec un autre nous permettait simplement de faire la fonction, aujourd'hui, on travaille pour essayer de faire en sorte qu'un seul et même matériau remplisse un cahier des charges qui quand même devient très très compliqué avec les mœurs, les différentes habitudes. Juste pour donner un exemple, il y a encore on va dire 50 ans de ça, on faisait les courses régulièrement, on avait un frigo et qu'on remplissait. Aujourd'hui, on fait les courses, on a des habitudes qui font qu'on n'a plus le temps. Donc on fait des courses une fois par semaine, parfois moins. Et donc du coup, on apprécie le fait que les aliments se gardent beaucoup plus longtemps. Et donc pour ça, il faut développer pour le consommateur des cahiers de charges très 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 rigoureux et complexes.
et qui coïncident en fait avec des matériaux qui eux-mêmes vont être compliqués. Donc il va falloir aussi, en même temps qu'on va chercher à simplifier le matériau, le contenant, etc., il va falloir aussi tout doucement faire changer les mentalités de nos concitoyens pour arriver peut-être à reconsommer plus local. Éviter de manger des fraises au mois de décembre. Voilà, manger local, saisonnier, pour éviter justement une utilisation trop massive d'emballage, par exemple alimentaire, puisque c'est aussi l'un des domaines le plus important dans lequel sont utilisés ces matériaux plastiques. Donc éviter cette surconsommation, cette surabondance d'emballage pour satisfaire simplement le consommateur. S'il n'y avait personne pour les acheter, en réalité, le matériau n'existerait pas. Tout à fait. Et là, vous mettez l'accent sur un point important aussi, qui est le plastique doit probablement s'intégrer dans une économie assez circulaire. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec plusieurs personnes aussi, que le plastique est quand même contraignant à transporter. C'est des gros volumes, c'est du vide presque des fois, donc c'est vraiment encombrant à transporter. Il faut que ça se recycle dans un petit périmètre. Et on va parler de l'éco-conception juste après. Restons sur ça. Vous êtes d'accord que Oui. on doit le réfléchir en économie circulaire? En fait, ce qui se cache derrière la problématique polymère et fin de vie de ces matériaux plastiques de manière générale, c'est un problème énergétique. On pourrait résumer notre vie finalement par individu à une consommation d'énergie. Et de ce fait, on l'a évoqué avec les voitures tout à l'heure, la population augmentant, les besoins en ressources et en énergie sont de plus en plus importants. Et donc, l'utilisation de ces matériaux plastiques a contribué, par leur légèreté, à être de plus en plus utilisés. En fin de vie, malheureusement, dès qu'on va devoir les retransformer, on remet dans la machine de l'énergie pour les transformer. On peut être amené à utiliser de l'eau ou des détergents pour les nettoyer avant d'être utilisés. Donc à chaque fois qu'on met une étape de transformation, on rajoute de la valeur ajoutée à ces matériaux, qui au final, quand on regarde d'un point de vue donc bilan énergétique, est beaucoup moins intéressant que de réutiliser une matière extraite du sol. Et vous l'avez dit justement tout à l'heure, elle ne représente que 5 à 6% du pétrole extrait. Donc il est fort probable que dans les années à venir, on ne réserve l'utilisation du pétrole justement pour le développement de matériaux plastiques et on détournera l'utilisation aujourd'hui du pétrole pour par exemple les véhicules vers d'autres moyens énergétiques pour faire déplacer les véhicules. Et donc si on revient, on a vu là sur le plan économie circulaire, si on revient sur l'éco-conception, parce que là c'est vraiment ce que vous évoquez depuis tout à l'heure, il y a cette idée de penser le plastique dès le départ, de se dire tiens, qu'est-ce que j'en fais à la fin du process, à la fin de C'est ça, du produit. exactement. Et donc cette éco-conception, donc il existe aujourd'hui des structures qui aident les industriels à mieux éco-concevoir leur emballage, leurs produits. Voilà, donc cette réflexion maintenant, elle est, je crois, ancrée profondément dans la société, en France en particulier. Et donc on y met des moyens. Et je pense que c'est vraiment à juste titre. Et c'est là que par rapport à ce qui est retourné dans la vie publique, il y a des fois des choses assez surprenantes sur l'éco-conception où précisément on peut être amené justement à développer des matériaux pour justement éviter un coût environnemental trop grand, trop important. Et dans ce fait-là, je dirais par exemple la production locale ou la réutilisation dans une chaîne locale d'industriel entre le fabricant, l'utilisateur et le recycleur pour trouver derrière un nouveau débouché, ça me paraît être moi quelque chose d'essentiel que régionalement en tout cas, on arrive à créer des filières de réutilisation, de recyclage, de valorisation d'une manière générale. C'est très important. Dès qu'on va mettre du transport pour amener un matériau plastique d'un endroit à l'autre bout de la France pour en faire une pièce, c'est déjà, je pense qu'on a déjà perdu. On voit dans l'industrie se développer depuis plusieurs années maintenant la fabrication additive, les polymères. Est-ce que ça peut être une piste? Quand vous évoquez ça, je pense à quelques startups, il y a Plastif, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui se disent tiens, tout ce plastique qu'on a, est-ce qu'on peut le réintégrer peut-être dans de la fabrication additive? On peut s'en resservir de matière. Est-ce que c'est une voie, la fabrication additive, vous qui êtes spécialiste des polymères? Alors, ouais. Oui, c'est une très bonne remarque. Alors, ce qu'il y a de bien dans
dans l'additivité, en tout cas dans cette mode de transformation, c'est qu'on va réussir, dans le domaine des matériaux plastiques, à minimiser la quantité de matière pour faire une pièce. Hein, autrefois, on ne faisait pas très attention, il y a une trentaine, quarantaine d'années de ça. On avait besoin de faire un capot de voiture, par exemple. On faisait un capot de voiture. À la limite, on le faisait à l'identique de ce qu'on faisait avec un matériau métallique. Et donc, on avait repris les plans et puis on faisait en matière plastique. Aujourd'hui, on s'est aperçu qu'on n'est pas obligé d'utiliser autant de matière pour faire la même fonction. Un exemple très précis, si vous prenez une bouteille d'eau, aujourd'hui, si vous la comparez à la même bouteille d'eau d'il y a 40 ans, l'épaisseur de la paroi de la bouteille a très nettement diminué. Si bien qu'aujourd'hui, même en termes d'utilisation, quand vous prenez une bouteille, elle a tendance Elle manque un peu des fois de tenue. de tenue, exactement. Cela dit, elle continue à maintenir de l'eau, elle fait le job. Et vous pouvez la lécher, elle ne casse pas. Elle casse pas. Mais d'un point de vue sensibilité, c'est quand même beaucoup moins agréable. Mais ça veut dire qu'on a réussi, pour chacune des bouteilles, à réduire de beaucoup l'épaisseur. Bien sûr. Donc sur le nombre de bouteilles que vous faites, la quantité de matière plastique utilisée est drastiquement moindre. Donc, je veux dire que tous les acteurs des matériaux plastiques, les transformateurs, font aujourd'hui de véritables efforts dans leur bureau de R&D ou dans leur bureau d'études pour justement essayer de réduire. Et la fabrication additive en est un très bon exemple, c'est-à-dire qu'on arrive à faire des pièces qui montrent, sans être obligé de développer des grosses machines, de voir un petit peu comment optimiser mécaniquement, structurellement une pièce pour la rendre tout aussi efficace avec beaucoup moins de matière. Donc c'est sur ça, je dirais aujourd'hui, que la fabrication additive est intéressante. Elle permet non seulement de limiter ou de faire un nombre de pièces choisies, mais surtout avec une géométrie, une dimension tout à fait adaptée aux besoins. Si on revient au grand public pour essayer de remettre un peu d'ordre dans les pensées, on a des pays qui sont assez exemplaires dans le recyclage. Vous évoquiez la Suisse, l'Autriche. Est-ce qu'on peut s'inspirer de ces pays-là ? Alors, moi, très honnêtement, alors ça c'est ma conviction personnelle, je dirais que oui. Je pense que nos voisins suisses ont pris, je dirais, le problème vraiment dans sa globalité et l'ont traité, je dirais, avec beaucoup d'intelligence, au sens où, comme je l'expliquais tout à l'heure, ils ont fait un bilan énergétique. Et ils sont aperçus que 25% des matériaux plastiques pouvaient être facilement recyclés. On a cité tout à l'heure le cas du PET, mais il y en a d'autres. Le PVC avec lequel on fait des vêtements, par exemple, on est capable. Donc il y a un certain nombre de matériaux plastiques facilement recyclables et cela, il faut le faire parce que dans ce cycle vertueux, il n'y a pas de raison de ne pas les réutiliser et de les remettre dans un circuit. Il n'y a pas de souci. Mais pour le reste, dès lors que ça va coûter d'un point de vue énergétique plus que le fait de le réutiliser, alors il faut les brûler, les valoriser comme ça l'a été à l'origine, c'est-à-dire en faire un carburant solide. Donc nous avons une mine énergétique autour de nous, dans les déchetteries, qui ne demande qu'à être réutilisée. Il suffit juste de brûler ce qu'on aurait de toute façon fait s'ils n'avaient pas été transformés en matière plastique. Ils auraient été sous forme de pétrole et on les aurait brûlés de la même façon. Donc utilisons donc cette ressource qu'on a sous la main, qui a subi une transformation et déjà un premier cycle de vie, il a déjà été utilisé, et essayons de le valoriser énergétiquement. C'est ce que font les Suisses. 75% de leurs produits sont recyclés ainsi et 100% des plastiques en Suisse aujourd'hui sont réutilisés. On s'en inspirera. Merci beaucoup Michel Bouquet pour cet éclairage. Le plastique donc reste quand même fantastique. On se retrouve plus tard sur Global Industrie. Merci beaucoup Michel. Merci. Bouquet.